Bienvenue sur Le Magicien, le podcast qui te dévoile les mystères du tarot. Moi, c'est Fabienne, je suis tarot coach et formatrice. Sur ce podcast, je souhaite partager avec toi mes connaissances sur la pratique du tarot et des discussions passionnantes avec mes invités experts. Que tu sois curieux, débutant ou déjà passionné, ce podcast est fait pour toi. Alors, si tu es prêt ou prête à me suivre, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Magicien. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir, et on fait la fête depuis tout à l'heure, d'accueillir Isabelle Nadolny. Bonjour Isabelle. Bonjour Fabienne. Je suis très heureuse. Pardon, je te coupe la parole, mais je suis très heureuse, je suis enthousiaste parce que j'ai reçu mon livre à la maison, le colis avec les livres dedans, il y a de ça 3 heures. Donc, tu es la première à qui je parle depuis cet événement. Je jubile, je frétille sur ma chaise, je ne tiens plus en place. J'ai pleuré comme une folle en serrant mon livre dans mes bras. Enfin voilà. Donc je vais essayer de rester tranquille pour cette interview. On redescend. Alors voilà. Vous avez donc la primeur. Isabelle Nadolny est au micro du Magicien pour effectivement la sortie de son livre. Et comme voilà, elle vous le dit, elle vient de le recevoir. Donc c'est tout frais, vraiment. Et on va, dans cet épisode, faire le tour un petit peu de cette nouvelle sortie, de ce livre. Mais avant, Isabelle, est-ce que tu pourrais, pour ceux peut-être qui t'écouteraient pour la première fois ou qui ne te connaîtraient pas, tu sais que Le Magicien, c'est un podcast qui parle tarot. Donc, est-ce que tu peux te présenter en 2 mots, Isabelle, qui tu es, et un petit peu dans le monde du tarot, que représentes-tu ? Alors, je suis conteuse, je suis historienne de formation, je travaille à la Bibliothèque nationale de France. Je dirais que dans le monde du tarot, je suis un peu pas un ovni, mais un petit quelque chose comme ça, dans le sens où je n'ai pas édité de livre sur comment pratiquer le tarot, comment faire des tirages. J'ai failli devenir tarologue, mais j'ai commencé à recevoir des gens en cabinet, mais je me suis dit non, c'est pas vraiment ça que je veux faire. Mais par contre, le tarot est au cœur de ma vie depuis longtemps. Donc, j'ai publié un premier livre sur l'histoire du tarot en 2018, avec cette démarche propre de l'historienne qui a ça dans le sang, qui s'est demandé, en voyant ce jeu de cartes bizarre, mais d'où ça vient ? Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi les cartes sont comme ça ? Et j'étais tellement insatisfaite de ce que je lisais dans les manuels de tarologie trouvés en librairie à cette époque. Le tarot vient d'Égypte ou je ne sais quoi, ou des francs-maçons ou des extraterrestres. Voilà, j'ai commencé comme ça, j'ai développé comme ça, parce que je pratique le tarot depuis plus longtemps, depuis 2009 à peu près. Mais voilà, mon premier livre, c'était ça. Et on va parler du deuxième bientôt. Et du deuxième aujourd'hui. Donc, Isabelle Nadolny, historienne à la BNF. Tu travailles à la BNF et tu as plongé dans le monde du tarot. Et par le biais de ton métier, tu as voulu te plonger sur ce côté-là du tarot. Et tu as effectivement sorti en 2018 ce livre qui est un best-seller dans le monde du tarot, on peut le dire, Histoire du tarot, un très très beau livre que je vous invite à découvrir si vous ne le connaissez pas. C'est vrai que, pour parler de la BNF un peu, ce qui est évident, c'est que ce soit pour le premier livre et là le deuxième, ça m'a donné accès avec beaucoup de facilité à une immense documentation. Voilà, c'est surtout le deuxième, j'ai encore fait plus de recherches que pour le premier. Parfois, j'avais besoin d'une info. Je sais pas, qu'est-ce que ça peut être, moi, je ne sais rien. Tiens, j'ai besoin d'avoir l'étymologie du mot tempérance. J'ai pas trouvé de truc satisfaisant. Il me faut un dictionnaire de l'étymologie de l'ancien français. Allez hop, je suis en salle de lecture aux usuels, dans la salle consacrée à la littérature française, et hop, je vais chercher un dictionnaire étymologique du XVIe siècle, sur le français du XVIe siècle, voilà. Parce que pour expliquer, dans un tarot, il est marqué atrampance au lieu de tempérance. Tiens, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Et j'ai eu beaucoup de facilité, du coup, même pour
pour faire tes recherches, pour chercher des documents, bien sûr, auxquels nous, on n'aurait pas accès aussi facilement. Et c'est pour ça que ton livre, Histoire du tarot, est très fourni, justement, et amène énormément de connaissances là-dessus. Et donc, aujourd'hui, donc on est en 2025, donc 2018-2025, sort là le 12 novembre, hein, si je ne m'abuse. C'est donc, dans quelques jours va sortir ton livre, ton deuxième livre, qui s'appelle Les Histoires du tarot, sorti aussi aux éditions Trajectoire, comme le premier. On va en parler, hein, tu vas nous le présenter, parce que c'est vraiment... cet épisode, c'est vraiment pour présenter ce nouveau livre à ton public et au public du magicien. Mais moi, ce que j'aimerais que tu nous dises, c'est entre Histoire du tarot et Les Histoires du tarot, parce que déjà, rien que dans le titre, il y a quelque chose qui change, mais pas trop. Qu'est-ce que tu as voulu faire dans ce deuxième livre? J'ai choisi le titre à dessein parce que je voulais à la fois faire rappeler le premier et jouer sur le mot histoire et les histoires. C'est-à-dire, il y a une continuation du premier dans le sens où dans le premier, il y avait le dernier chapitre où j'évoquais l'histoire de chaque arcane, mais il y avait une page par arcane, donc pas grand-chose, j'avais pas eu le temps d'aller très loin. Et d'ailleurs, en écrivant ce chapitre, je me suis dit, mais il faut absolument aller plus loin. Il y a plein de choses à dire sur chaque arcane de tarot. Donc, j'ai voulu poursuivre le premier avec ce deuxième. On redétaillera dans quelques minutes tout ce que j'ai fait, mais et en plus, j'ai voulu, depuis 2018, j'ai fait une formation de conteuse. J'avais déjà fait du théâtre auparavant, mais j'ai beaucoup développé l'art du conte, l'art d'écrire des histoires, l'art de raconter des histoires. Et en lisant des bouquins de contes, mais je suis tombée sur une pléthore d'histoires, de fous, d'ermites, d'empereurs, de tout ce qu'on veut, de morts, de diables, tous ces personnages qu'il y a dans les cartes que j'ai retrouvés à foison dans les contes. Et je me suis dit, il y a quelque chose de super passionnant à faire. Parce que ce sont des personnages, des archétypes qui sont dans notre culture commune, en fait, et qu'on peut retrouver sur les cartes, qu'on peut retrouver dans les mythes, contes et légendes. Et donc, je me suis dit, il y a une manne à exploiter, que ce soit leur histoire dans les cartes de tarot ou leur histoire dans les mythes, contes et légendes. Donc, j'ai plongé là-dedans comme une folle, parce que c'est vraiment de la folie. Enfin, quand je me suis retrouvée à écrire ce livre, il y a des moments où je me suis dit, j'y arriverai jamais. C'est beaucoup trop ambitieux. Parce que quand je me suis farci des chapitres comme le soleil, maintenant écrire l'histoire du soleil dans le tarot, son évolution dans les cartes de tarot, avec des jeux sur lesquels il change, la représentation du soleil change presque tout le temps. Et dans le tarot de Marseille, d'où sortent ces petits bonhommes avec ce mur et ce soleil au-dessus. Et après, parler du soleil dans les mythes, contes et légendes, je me suis dit, je vais me noyer. Donc, il a fallu aussi restreindre un peu le champ. C'est-à-dire, j'évoque beaucoup l'univers mythique et des contes et légendes, mais dans notre civilisation. Et j'ai fait le plus possible en lien avec l'époque où le tarot est apparu et où il s'est développé, parce que sinon, c'est pas possible. Et tu nous parles de ta formation de conteuse, donc alors, et c'est vrai que depuis, moi que je te connais, hein, on s'est connus en 2018 à la sortie de ton premier livre. Tu es venu pratiquement, à tous les tarots festivals. Tu étais là, et à tous les tarots festivals, tu nous as raconté des histoires. Tu nous as raconté des histoires. Donc, être plongé dans les contes des arcanes, en tout cas les histoires que nous racontent ces arcanes. Toi, tu les as créées aussi, ces histoires, tu es allé les chercher, tu les as contées, tu as créé des spectacles autour de ça. Oui. Ton livre, du coup, Les Histoires du tarot, il est arrivé quand dans ce processus? Est-ce que tu as écrit les Histoires du tarot, puis tu as fait Contes des arcanes, c'est-à-dire ton spectacle, et puis tu as eu l'idée de l'écrire, ou tout est venu en même temps? Ou c'est un processus finalement créatif qui s'est fait en même temps? Te pose une colle. J'ai envie de dire oui et non. Enfin, c'est-à-dire, c'est venu petit à petit et en même temps, et presque tout en même temps aussi. La réponse de Normand, là. Quand est-ce que tu as eu envie quand est-ce que factuellement tu as commencé à écrire les histoires du tarot, le deuxième, celui qui sort là maintenant? Très concrètement, il y a 3 ans, je me suis mise à l'écriture. Mais il y avait déjà la matière qui était accumulée depuis plusieurs années. Oui. Pour faire court,
J'ai écrit Histoire du tarot, donc c'était en 2015, enfin 2016-2017. Je venais de finir ma formation de théâtre et dès que j'ai fini Histoire du tarot, j'ai commencé une formation de conteuse et là j'ai travaillé à fond l'art de dire des histoires, d'écrire des histoires. C'est là qu'est né Conte des Arcanes en 2018, 2019, 2020. Donc Conte des Arcanes, c'est spécial parce que là c'est des histoires écrites avec des tirages de cartes de tarot. Oui. Et d'ailleurs, dans ce nouveau livre, il y en a un à la fin. J'ai voulu m'offrir la joie de partager avec les lecteurs un conte des arcanes tiré d'une histoire vraie, en plus d'un peintre devenu magicien qui était occultiste et que j'ai enregistré en studio avec un magnifique musicien qui est Reynald Dallois, qui a fait la bande sonore, l'illustration sonore. Donc, mettez un casque et partez dans ce conte magique qui vous emmènera, je pense, enfin j'espère, très loin, comme moi. Et ce conte est accessible dans ton livre, dans le livre, avec un lien, un QR code un QR code, voilà. Ah, super, génial, j'ai hâte de l'écouter. J'ai voulu terminer, en fait, le livre par déjà un petit, comment dirais-je, quelque chose que j'ai trouvé pendant mes recherches, c'est-à-dire que le tarot ne servait pas seulement à tirer les cartes, à prédire l'avenir ou ces sortes de choses, mais aussi à écrire des histoires, à écrire des poèmes, à écrire. Il a même servi à la création de ballets. J'en revenais pas. J'aurais voulu développer plus sur cette partie, mais bon, là, comme j'écrivais sur l'histoire des arcanes, je pouvais pas non plus trop développer, mais j'ai trouvé ça en faisant des recherches sur le tarot. Donc, je développe un petit peu ça, et après, je raconte comment tirer les cartes de tarot m'a aidé à écrire des histoires, comment j'ai procédé, et j'offre ce conte musical à la fin. C'est un peu un aparté, c'est un peu une conclusion et une ouverture, voilà, Ah, qui sera sûrement une ouverture vers autre chose. On n'a pas répété, mais voilà, on a qui sera par la suite, oui, je pense, j'ai envie de développer sur l'art d'écrire des histoires, comment le tarot peut servir à ça, comment ça peut être thérapeutique de tirer des cartes de tarot et de raconter là-dessus. Et je vais reprendre mes ateliers contes, d'ailleurs, où j'ai déjà donné des ateliers, j'en ai donné au Tarot Festival, ou compter avec le tarot. Et comment la parole peut libérer, comment la parole peut donner confiance en soi, comment elle peut ouvrir à l'imaginaire, comment. Donc voilà, il y a tout ça. Et ça, c'est juste les 3 dernières les 3 dernières pages du livre. J'ai redéveloppé du coup sur tout le contenu qu'il y a tout le reste, parce que et j'ai aussi dans le livre du coup cet art du conte. Je le mets dans le livre aussi dans le sens où, en tant que conteuse, du coup, j'ai découvert un tas de contes anciens. Et donc, j'en parle dans le livre. Il y aura donc 22 chapitres pour les 22 arcanes. Et à la fin de chaque chapitre, il y a un conte ancien en lien avec la carte, pour lequel aussi il y aura un QR code avec une vidéo où je conte l'histoire. Donc, vraiment, en plus, un livre qui doit être déjà bien fourni. Je ne sais pas combien il y a de pages, mais j'imagine. 336. Voilà, un très beau livre. Hein. C'est un livre avec un gros format, une belle couverture rigide. C'est vraiment un beau livre. Hein. En plus, il sort la pile avant Noël. Franchement, si vous avez quelque chose, un cadeau à faire, à quelqu'un qui aime le tarot, je pense que c'est un très très beau cadeau à faire. Donc, comme le premier, hein, qui est magnifique. Et donc, à l'intérieur, tu as en plus plein de choses. Tu as rajouté en plus de tous ces textes, plein de choses. Et ça, c'est génial. Est-ce qu'on va venir, du coup, maintenant, aller dans le vif du sujet? Alors, parce que ça y est, on en a presque trop dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Donc, tu es parti du constat que dans l'histoire du tarot, cette histoire de chaque arcane majeur, parce que là, tu es resté dans les arcanes majeurs. Oui, il y avait déjà trop. Ouais, alors, voilà, déjà 22. Et donc, tu t'es dit, pour chaque arcane majeur, je vais reprendre ces histoires. Et donc, qu'est-ce que tu nous proposes dans les histoires du tarot? Comment il est conçu?
pour chaque arcane majeur, il y a un chapitre. Dans chaque chapitre, il y a une première double page où à gauche, il y a une belle illustration que j'ai voulu soigner, que j'ai voulu belle à voir. Donc, ça peut être une enluminure, un tableau. Tu les as trouvées où ces illustrations, du coup, dans tes recherches historiques? C'est pas des cartes de tarot modernes, c'est vraiment des illustrations de ce que représente l'arcane dans des modèles anciens, c'est ça, Il y a ça. Il y a la plupart l'ensemble des illustrations du livre. Il y a plusieurs choses. Je te laisse dire. Allez, vas-y, déroule et après je pose mes questions. Moi, je suis aussi excitée que toi. Disons que pour ouvrir le chapitre, j'ai voulu en mettre une belle, une qui claque quand on ouvre le chapitre. Voilà, sur la mort, j'ai mis un extrait des Triomphes de Pétrarque, une enluminure du XVe siècle qui vient de Florence, c'est-à-dire un peu de la même époque et le même lieu où le tarot a pu apparaître, et où on voit un squelette qui s'éclate avec sa faux et sur un char gigantesque tiré par des buffles noirs qui écrasent tout le monde en dessous. Donc voilà. Et après, pour chaque chapitre, il y a ensuite, dans le cœur du chapitre, plein d'illustrations aussi en couleur. Donc, j'ai eu à cœur de mettre évidemment des cartes de tarot anciennes, des plus anciennes jusqu'au tarot dit de Marseille, pour voir l'évolution des personnages, des représentations à chaque fois. Pour certains tarots, ça bouge quasiment pas. Par exemple, l'impératrice, on voit toujours une femme sur un trône avec un blason, un aigle la plupart du temps. Pour certaines cartes, ça change sans arrêt. Le soleil, ça change tout le temps. La lune, ça change beaucoup, etc. Donc, pour expliquer l'évolution dans les cartes de tarot, après, j'ai mis comme illustration des œuvres d'art, des tableaux, des enluminures, des gravures, pour expliquer d'où peut bien provenir l'iconographie qu'on retrouve dans le tarot, quand c'est possible. Par exemple, pour la mort, les historiens savent, j'ai lu un bouquin par exemple sur la mort et ses représentations, c'est connu des historiens, les plus anciennes apparitions de squelettes qui représenteraient la mort, ça date du XIIIe siècle. C'est des choses que les historiens connaissent, et d'ailleurs j'ai une super bonne nouvelle. Autant pour le tarot, l'histoire du tarot, on ne sait toujours pas qui a créé le tarot, et encore moins qui a créé le tarot de Marseille. Et on ne sait pas non plus pourquoi cet auteur a choisi ces 22 allégories-là et pas d'autres. Par contre, pour chaque arcane de tarot, beaucoup de choses sont connues des historiens. Moi, quand j'ai commencé à fouiller pour trouver un peu les significations de ces cartes, mais pas sur le sens seulement symbolique, genre, je sais pas... ce qu'on peut lire souvent couramment, je sais pas, les trois pieds sur la table du battleur, ça veut dire ça veut dire qu'il n'est pas ancré sur le sol, j'en sais rien, des choses comme ça. Moi, c'est pas ça qui m'intéressait. Je laisse ça, le langage symbolique est très intéressant, il y a plein de choses à dire, mais moi, je voulais avoir, entre guillemets, la vérité, si tant est qu'elle existe. Je ne prétends pas l'avoir trouvée pour tout, mais je voulais savoir d'où vient, comme pour le jeu de tarot au départ, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, pourquoi, est-ce qu'on a des explications, pourquoi la mort est représentée par un squelette et une faux. C'est bête, mais je suis revenue aux essentiels, et pour chaque carte, j'ai fait la même chose, mais presque comme une gamine qui, quand j'ai fait le jugement, c'est quoi un ange ? C'est vrai, c'est quoi un ange ? On n'en sait rien. On voit beaucoup de représentations de personnages avec des ailes, mais concrètement, théologiquement, spirituellement, philosophiquement, qu'est-ce qu'un ange ? Et j'ai pris mon pied, mais à retrouver comme ça des choses, un savoir en fait qui existe, mais comme pour l'histoire du tarot, n'est pas tellement connu du grand public, parce que justement, c'est un savoir entre guillemets exotérique, c'est-à-dire un savoir qui n'a pas été beaucoup abordé par les occultistes, par les anciens tarologues. Donc moi, je suis allée chercher pour le jugement, par exemple, pour les anges, les démons, mais je suis allée farfouiller dans des gigantesques encyclopédies catholiques publiées au début du XXe siècle, qui sont à la BNF sur d'immenses étagères, mais quand je dis les mastodontes, quoi, les gros bouquins en cuir qui craquent quand on les ouvre, écrits en tout petit, où tu te bouffes des tas d'extraits de textes en latin, mais pour avoir un savoir
avérés sur qu'est-ce que c'est, par exemple, qu'un ange. Je dis pas la vérité sur les anges. Enfin, je dis simplement, comment dirais-je, à l'époque où le tarot est apparu, comment on les considérait, comment on les voyait et comment ils étaient définis. Oui, d'aller chercher, si je comprends bien, effectivement, quand la personne, il y a bien quelqu'un qui a dessiné ce tarot au départ. Enfin, il y a bien Voilà. quelqu'un qui a créé ce jeu au départ. Mm. Et comment cette personne, voilà, on a l'impression que c'est un jeu qui sort de nulle part et en même temps qui parle à tout le monde et qui contient tout ce voilà, tout ce qui nous entoure finalement, tout ce qui nous Bah, constitue. Et on a Mm. l'impression que c'est ça, ce jeu-là. C'est pour ça qu'il passionne et qu'il est passionnant. Est-ce que tu nous racontes, c'est passionnant. Mais on ne sait pas justement, comme s'il était pouf, apparu comme ça. Et comment justement, qu'est-ce qui existait à cette époque-là Voilà. dans le collectif finalement, Mm. pour que Voilà. justement on ait encore ces images et ces allégories qui soient présentes aujourd'hui. Bah, Et, c'est ça. Pardon, je te coupe du coup, mais ça sort d'une culture, d'un contexte, et qui en même temps parfois est bien plus ancien qu'on ne croit. C'est-à-dire, là, je vais peut-être Mhm. donner raison 2 minutes, 2 secondes à ceux qui disent que le tarot vient de l'Antiquité. Bien sûr que non. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que les vertus cardinales, par exemple, ça vient de Platon. Mhm. Donc, autre chose que j'ai mis dans ce livre, c'est des extraits de textes, parce qu'on parle beaucoup des illustrations, de l'iconographie du tarot, mais pas beaucoup des textes. C'est-à-dire, si des textes ont pu expliquer les cartes, je les ai mises. Je les ai mis, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est une vertu cardinale, encore une fois, d'où vient le mot cardinal, pourquoi ces 4 vertus-là, justice, force, tempérance, prudence, pourquoi il n'y a pas la prudence dans le tarot? Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'elle n'est pas dans le tarot, qu'il n'y a que les 3 autres. Et j'explique pourquoi. Il y a des raisons, entre guillemets, théologiques à ça, que j'ai retrouvées en me bouffant les pères Les de gros l'Église. manuscrits pleins de voilà. Mais il y a des raisons. Et, et du coup, sachant que beaucoup de gens le disent et ils avaient raison, enfin que les vertus cardinales viennent de Platon, eh ben je suis allée me bouffer aussi la République, enfin pas en entier, hein. Je suis pas maso à ce point-là, mais pour retrouver les parties de ce texte qui parlent de ces vertus. Et j'ai fait pareil pour chaque carte quand c'était possible, c'est-à-dire la mort. Je vous donnerai un extrait, mais j'ai mis pour commencer le chapitre sur la mort un extrait des Triomphes de Pétrarque. Ce texte de Pétrarque parle de la mort et parle de champ de mort, CHAMPS, c'est-à-dire la terre noire avec des morts dessus. Et ça me paraît hautement probable que ce texte a pu inspirer la carte de tarot dit de Marseille, par exemple, avec cette terre noire et ces têtes couronnées, parce qu'il parle de champ de mort avec les riches et les puissants qui gisent par terre. Et donc, quand je trouvais des textes comme ça, je les ai mis. Comme pour le jugement, j'ai mis évidemment l'extrait du jugement dernier de l'Apocalypse de Saint Jean, qui parle de la résurrection des morts. Et, est-ce que là, effectivement, tu nous dis, du coup, nous, dans notre histoire, ce tarot donc vient de textes religieux finalement, Pour certaines cartes, oui. pour certaines, et d'autres non. C'est ça? C'est un D'autres mélange un non, peu du oui. coup de ce qui existait. C'est un gros mélange, c'est-à-dire il y a des cartes inspirées bien sûr de choses religieuses. Qu'est-ce que je pourrais citer clairement? Le jugement, en passant en revue toutes les cartes de tarot, en reprenant depuis le début, par exemple le fou, le battleur, c'est clairement pas des choses religieuses. C'est des personnages profanes. L'empereur, l'impératrice, c'est des représentants de la société humaine. Le pape, la papesse aussi, mais dans le sens des représentants comment on appelle ça, des religieux et des laïcs qu'on a. L'amoureux, c'est une allégorie plutôt ancienne qui proviendrait, dans sa représentation du tarot type Marseille de l'Antiquité. Il y a des cartes donc qui Il y a viennent toutes sortes de choses. C'est un gros mélange. C'est un gros mélange de plein de choses qui pouvaient représenter justement ce qui existait dans la société. C'est le jeu. Un jeu de la société finalement, un jeu de ce qui... Non, Je pense que ça peut évoquer leur représentation du monde à cette époque-là, parce que ce que j'y ai vu en développant l'histoire quand même de chaque carte, même si ça me paraît encore obscur ces 22 cartes-là, pourquoi et comment, c'est qu'il y a quand même une ascension.
C'est-à-dire, on commence avec des personnages de la société humaine et même les plus bas d'entre eux pour commencer. Moi, je pense que le fou commençait le jeu en fait au départ, et j'explique par exemple pourquoi il n'est pas numéroté dans le tarot dit de Marseille. Ben, il n'est pas numéroté parce que à l'époque, quand on a choisi la numérotation du tarot dit de Marseille, ça a été choisi en chiffres romains. Donc le 0 n'existe pas dans ce système, tout simplement. Alors qu'il y a des listes d'atouts, d'arcanes, et il y a même un jeu, le tarot dit de Solabusca, où il y a un 0 sur le fou. Donc ça, c'est la théorie d'un historien du tarot, enfin Gwenaël Bechet qui a écrit, et Jude Talbot aussi, qui ont écrit un ouvrage sur le fou. Le fou au pays des cartes, il y a eu une belle exposition au musée français de la carte à jouer, et j'ai trouvé cette théorie là-dedans, et c'est tout simple, et ça paraît tellement évident et intéressant. Et donc, pour revenir sur un peu cet ensemble de 22 cartes, oui, il y a des personnages de la société, ça commence avec les plus bas, et puis après, il y a des allégories, l'amour, la gloire, c'est ce qui peut être représenté peut-être par le chariot, l'amoureux. Et puis après, il y a des revers, c'est-à-dire cette roue de la fortune, de fortune, qui explique que si on est en haut, on peut se retrouver en bas, faut pas se fier aux choses. Après, il y a des figures de la trahison, la mort, le diable. Et après, il y a des cartes qui représentent les luminaires célestes, avec l'idée peut-être, enfin qui existait, que les âmes, quand elles meurent, elles vont dans le ciel. Donc il y a un peu une idée d'ascension. Il y a peut-être une idée de méditation sur les fins dernières, c'est-à-dire au lieu de se préoccuper du pouvoir là, avec l'empereur, avec l'amour, la gloire, le chariot, l'amoureux, ben, il faut peut-être contempler ce qui est digne de l'être, parce que de toute façon, la vie ne dure pas, on va mourir très vite. C'est le sens de la mort. Hein. En général, le squelette à la faux était représenté dans beaucoup de vanités, pour dire crétin, comme l'ermite, qui était une allégorie du temps à l'origine. Attention, ça dure pas la gloriole là. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça, avec une idée d'ascension. Là-dessus, justement, ces cartes peuvent correspondre un peu à pourquoi pas, à cette méditation-là. Et quelque chose de très philosophique finalement aussi. Oui. Ce qui est sûr, c'est que moi, je pense que je fais partie de ceux qui pensent que le tarot avait un sens, parce qu'à l'époque, tout avait un sens. On ne dessinait pas les choses pour rien. Et voilà, donc du coup, pour essayer de me recentrer sur qu'est-ce qu'il y aura dans ce bouquin. Du coup, on se recentre après tout ça. Donc, il y a des iconographies, des textes anciens donc, que tu es allé chercher, et on comprend donc avec toutes ces recherches pourquoi ça t'a pris tant de temps et tant de... Voilà, et pourquoi tu es si contente aujourd'hui de l'avoir entre les mains. Toutes ces recherches. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve encore? Donc, les textes anciens, il peut y avoir du coup des extraits de la Bible, il y a aussi des textes de la mythologie, parce qu'il y a certaines cartes de tarot anciens, il y a des représentations mythologiques, Hercule, Diogène dans son tonneau, par exemple, l'amoureux du tarot dit de Marseille, où on voit ce personnage entre deux bonnes femmes, une qui représenterait le vice et l'autre la vertu. J'ai mis le texte d'origine de cette allégorie, un beau texte d'ailleurs, où on voit le freluquet en train d'hésiter entre les deux donzelles, et qui se disputent en essayant de le convaincre. Et c'est des très beaux textes à lire et drôles parfois. Donc j'ai pris mon pied à mettre ces textes. Donc qu'est-ce qu'il y a en plus? Donc du coup il y a un récit sur l'histoire de la carte que j'écris avec mon style, comme on a pu le lire dans Histoire du tarot, et là c'est l'histoire de la carte. Donc voilà, pour prendre un exemple, pour la mort, j'ai mis le texte de Pétrarque. Après, je commence à parler de la peste pour la mort. Hein, je parle parce que c'est sans doute ce terrible événement qui a inspiré cette iconographie. Et d'ailleurs, j'ai mis le texte de Boccace où il raconte la peste. Je pleurais quand je le lisais. Tellement c'est effroyable, avec les maisons qui se vident, les gens qui crèvent sur le trottoir, les mères qui abandonnent leurs enfants malades, les monceaux de cadavres qui s'accumulent, les châteaux pillés, les auberges pillées. J'avais l'impression d'être dans Walking Dead, enfin un peu, c'est-à-dire c'est l'apocalypse. Je pense que des visions pareilles, des textes pareils ont inspiré notre inconscient collectif jusqu'à aujourd'hui. Je pense que c'est pour ça
qu'on a peut-être développé des fictions aussi terrifiantes, sachant que la peste a tué, entre guillemets, enfin on pense vers 80 millions de personnes dans le monde à cette époque-là, autant que les 2 guerres mondiales, quoi. Enfin, et bref, et après je développe du coup, qu'est-ce que ça donne dans le tarot, cette image terrifiante de squelette qui fauche des têtes, la terre, d'où ça vient. J'ai mis pourquoi, depuis quand on représente la mort avec un squelette, parce que je rappelle qu'avant la mort n'était pas représentée du tout avec un squelette, elle était représentée dans l'Antiquité par Hermès, Mercure qui accompagnait les morts, ou alors les Parques, celle qui coupait le fil de la vie avec son ciseau. Et c'est seulement après, c'est à partir du XIVe siècle qu'on voit un squelette apparaître. Et j'explique pourquoi. Donc, je développe tout ça. Après, je développe sur certains détails des cartes. Pourquoi une faux? D'où ça vient? Quel est son symbole? Le chiffre 13, évidemment. Pourquoi? Et après, je développe aussi justement ces représentations, cette iconographie. Je développe dans le cadre culturel, historique, où ça se trouve. Par exemple, pour la mort, je parle des danses macabres, où on voit, d'ailleurs, on retrouve des personnages du tarot. On voit un squelette qui tire la main d'un pape, là, qui souvent commence la danse. Après, il y a un empereur. Après, il y a une impératrice, par exemple. Après, on peut trouver un roi, un chevalier, un cardinal, avec cette idée que la mort n'épargne personne, et même les plus puissants. Et par exemple, je sais pas, j'ai mis encore un extrait de texte, par exemple, et si tu veux, je lis un petit extrait pour voir ce que je donne comme texte dans le livre. Donc là, on est sur l'exemple, hein, je vais recentrer aussi pour les auditeurs. Isabelle nous parle beaucoup de l'arcane de la mort parce qu'on a décidé justement de donner un exemple d'un des arcanes, donner des exemples de ce qu'il y a dans ce livre en prenant l'exemple d'un arcane. Et aujourd'hui, tu as choisi un peu de nous parler de cet arcane de la mort parce qu'on est à l'époque de Toussaint et ça semblait effectivement un bon exemple à nous donner. Donc le texte que tu vas nous dire, c'est sur cet arcane, hein. Voilà, et du coup, je parle des danses macabres qui se développaient à l'époque où le tarot est apparu. Et j'ai beaucoup aimé ce texte où on voit justement la mort qui arrive, qui prend le pape par la main, et puis et qui dit justement l'honneur est dû au grand souverain, dit la mort sarcastique qui ouvre la danse avec le pape en premier, et ils sont tous en train de se plaindre, et le pape se plaint. Hélas, faut-il que je mène la danse, que j'aille en premier, moi qui suis l'incarnation même de Dieu. J'ai eu la plus haute dignité en l'Église comme Saint-Pierre, mais la mort vient me quérir comme les autres. Je ne me soucie pas encore de mourir, mais la mort fait la guerre à tous. Ah, il vaut bien peu l'honneur qui passe si vite. Et puis après, on retrouve les mêmes jérémiades avec l'empereur. J'étais haut, puissant, riche, mon pouvoir était sans égal, et maintenant tu es venu, toi, forme affreuse, pour me transformer en nourrisseur de vers. Et après, c'est l'impératrice qui se plaint. Oh, je n'ai jamais été aussi terrifiée. J'étais jeune et aussi impératrice. Je pensais avoir beaucoup de pouvoir et je n'avais pas pensé à elle ou à quelqu'un qui pourrait faire quelque chose contre moi. Oh, laissez-moi vivre, je vous en supplie. Et puis, il y a un ermite dans la danse et lui, c'est le seul à prendre les choses avec philosophie. Malgré une vie dure et solitaire, la mort n'accorde pas de délai. Chacun le voit et doit se taire. Je prie Dieu pour qu'il me fasse un don, qu'il efface tous mes péchés. Je suis heureux de tous ses bienfaits. Voilà, et encore une fois, tu vois, voilà, il y a un ermite, par exemple, et on retrouve beaucoup dans ces textes, ces représentations, toutes ces figures qui se mélangent, qui se parlent, qui... Là, alors en t'écoutant parler justement et en t'écoutant nous approfondir avec tes recherches, par exemple sur cet arcane de la mort, dans le tarot, on parle souvent quand on tire les cartes justement, on parle pas de la mort comme étant la mort. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Heureusement, on remarque parce que. Oui. Donc, à quel moment, justement, est-ce que tu sais, hein, après, c'est une question, moi, en tant que tarologue et de personne qui tire les cartes, est-ce que tu sais à quel moment, justement, cette carte, quand on tire les cartes, on ne parle pas de la mort,
mais on parle de quelque chose qui est qui a lieu dans la transformation plutôt, dans quelque chose qui doit, dans une étape où on doit passer à quelque chose d'autre, justement, comme ce qu'on fait dans la mort. Donc, à quel moment, justement, est-ce que ça, est-ce que c'est juste au moment où on s'en est servi pour en faire un jeu divinatoire? Oui, je pense, oui. Oui. Je ne sais pas exactement quel est le premier auteur qui a pu parler de la mort en tant que transformation. Là, par contre, j'en parle très bien dans mon premier livre. Pour chaque arcane, j'avais mis un résumé des significations des principaux auteurs et occultistes sur les significations des cartes, depuis Kurt de Guéblin jusqu'à Paul Marteau, qui a créé le dit ancien tarot de Marseille en 1930 et qui avait publié son livre en 1948 ou 49, et il parle bien des significations. Ça, en tout cas, c'est pas plus ancien que ça. Et d'ailleurs, je trouve que c'est une bonne chose. Hein. C'est pas parce que il y avait une représentation assez terrifiante de la mort avec ce squelette que ne nous privons pas de projeter sur les cartes de tarot tout ce qu'on veut, d'y donner toutes les significations qu'on veut, les créations qu'on veut. Ça ferme rien, je trouve, de faire de l'histoire. Au contraire. Surtout qu'en plus, la mort, elle est au milieu. Elle est au milieu du tarot, donc c'est pas une fin en soi. Elle était au milieu de la vie, en tout cas avant, et elle l'est beaucoup moins aujourd'hui. Ça, c'est intéressant à noter. Du coup, oui, on en a fait aussi une carte qui parle de transformation, de renouveau, de rupture, de choses comme ça, parce qu'on parle plus beaucoup de la mort aujourd'hui. Il y a aussi peut-être, c'est con ce que je vais dire, mais entre guillemets, on meurt moins. C'est-à-dire, on vit beaucoup plus vieux, on est beaucoup plus en sécurité. Il n'y a pas cette obsession de la mort qui existait, il faut dire, au XVe siècle. Ils venaient de se bouffer la peste et c'était loin d'être fini. Plus les famines, plus les guerres terrifiantes. Le XVe siècle est terrifiant. Je relisais un peu l'histoire de cette époque, mais les guerres civiles entre grands seigneurs qui se bouffaient, qui massacraient les gens pour leur guerre privée. C'était la fin de la guerre de 100 ans aussi. Et est-ce qu'à travers justement ce siècle terrible, est-ce que ce jeu justement, il est venu pour comme exorciser un petit peu ces malheurs, comme exorciser, comme tu vois, quelque chose qui viendrait raconter justement comme le théâtre de la vie, quoi. Oui, je pense. Maintenant que tu me le dis, quand je repense aux récits que j'ai lus justement des grands seigneurs italiens qui, à l'époque du tarot, s'offraient des carnavals triomphaux où ils se grimaient pour se représenter sur des chars entourés de femmes vêtues en vertu cardinale. Il y avait aussi des triomphes de la mort en chair et en os, si je puis le dire. Où il y avait des grands chariots tirés par des buffles noirs avec des bonhommes déguisés en squelettes. On a des récits comme ça, et puis le chariot s'arrête à un moment, il y a des espèces de trompettes tonitruantes, les cercueils s'ouvrent, les bonhommes déguisés en squelettes sortent et se mettent à chanter « Nous avons été ce que vous êtes et vous serez ce que nous sommes ». Donc il y avait à la fois, oui, dans ces représentations carnavalesques, à la fois peut-être, oui, un exutoire et en même temps une méditation. Comme un peu après les fêtes des fous aussi, où les gens se déguisaient en pape, en empereur, faisaient n'importe quoi. C'était un peu le délire pour dire oui, d'exhumer, comment on appelle ça, exulter, sortir les choses. Exprimer. Et c'est les historiens disent que le tarot a pu être inspiré de ces carnavals triomphaux. T'écouter raconter des histoires et représenter dans plein d'images, de textes. Quand on connaît le tarot, après on le voit partout en fait. On rentre dans n'importe quel musée. Enfin, en Italie, en tout cas, on va dans n'importe quel musée, église. On voit plein de représentations, plein de choses qui représentent le tarot partout, quoi. Disons qu'on va retrouver dans le tarot, quoi.
Ouais. C'est pas lui qui est partout. C'est par contre toutes ces représentations, C'est ça, c'est l'inverse. voilà, qui sont entrées dans le jeu de cartes. C'est pour ça qu'après il y a des gens, des auteurs qui se sont un peu plantés en disant le tarot est partout depuis toujours. Ben non, ce sont ces représentations qui sont partout et pour certaines depuis longtemps. Qui forment un ensemble qu'on va retrouver dans le jeu de cartes. Ouais, c'est ça. La roue de fortune, par exemple, elle provient d'un texte du 5e siècle. Ça, c'est avéré. Les historiens le savent. Et la plus ancienne représentation de cette fortune avec une roue, avec les personnages qu'on trouve dessus, qu'on va retrouver dans le tarot, elle date du 11e siècle. Et là, je vous l'ai mis dans le bouquin, je vous ai mis le texte, je vous ai mis la représentation avec la roue, je vous ai mis tout ça. Donc, tu es allé creuser vraiment chaque arcane, où est-ce que cette représentation va chercher ses sources. Ouais. Et effectivement, parce que c'est justement la question que je me posais au départ en t'écoutant, et tu viens d'y répondre. Je m'étais fait un petit schéma là pour ou pas oublier, c'est-à-dire j'avais mis le tarot d'un côté et le monde, l'existence en fait, tu vois, l'histoire de l'autre. Et en fait, voilà, qui a précédé l'autre, c'est en fait les histoires, tout ce qu'on peut. C'est le tarot s'est inspiré de choses qui existaient et pas l'inverse, quoi. Et pas parce que le tarot serait quelque chose de. Oui, un jeu mystique dans lequel on serait allé puiser des choses et des représentations pour créer à côté, quoi. Il y a un auteur qui prétend ça, qui parlait des sources historiques du tarot, et en fait, lui, il prétendait que le tarot existe depuis un objet sacré et parfait qui existe depuis 3000 ans, et que du coup, il aurait inspiré des œuvres d'art. Alors, il met des représentations artistiques qu'on peut retrouver effectivement proches des cartes, mais non, c'est l'inverse. Ce sont ces œuvres qui ont pu inspirer les cartes et certains textes aussi. Par exemple, dans l'arcane du pape, on voit par exemple ces deux clés, tu sais. Oui, bah oui. Et ben là, dans les églises, on les voit partout, ces deux clés. Voilà, il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Et du coup, là, j'en parle et puis je raconte d'où ça vient, qu'est-ce qu'elle signifie, etc. C'est pareil, la tiare, ça, ce sont des choses, pareil, c'est un savoir, mais là, qui est très répandu, qui est facile à trouver. La tiare, les clés, pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire pape, d'où ça vient, pourquoi on l'appelle papa, ce bonhomme, etc. Pourquoi, quel est le pouvoir de ce chef religieux par rapport aux autres chefs religieux. Enfin, tout ça, je le développe. Moi, j'ai vraiment fait quelquefois vraiment du terre à terre, comme je disais. C'est quoi un ange? C'est quoi un démon? Tiens, empereur, c'est quoi empereur? C'est quoi la différence avec un roi? Pourquoi on l'appelle empereur? D'où ça vient ce mot? Qu'est-ce que ça recouvre? Quand est-ce que c'est apparu? Ça vient d'imperium, et c'était le pouvoir qui, au départ, était délégué aux représentants du pouvoir dans l'Empire romain. Et après qui a été un peu confisqué par un empereur unique, Octave, et l'imperium, c'est le pouvoir que possédait Zeus, le roi des dieux en personne. Et ce pouvoir était délégué du coup aux représentants de ce pouvoir sur Terre qui possédait le pouvoir le plus puissant qu'un homme puisse posséder. C'est pour l'empereur, voilà, j'ai trouvé des choses comme ça. Je me dis, c'est intéressant. Et pour refaire un lien avec le tarot, puisque c'est les histoires du tarot, donc on comprend mieux ton titre du coup. Hein. Pourquoi les histoires du tarot? C'est-à-dire que je raconte à la fois l'histoire de la carte et en même temps des histoires en lien avec la carte. Par exemple, pour l'empereur, je vais parler un peu de l'histoire de Charlemagne. Je vais mettre un extrait de la chanson de Roland. Non, c'est pas la chanson de Roland, c'est la geste de Charlemagne, je sais plus. Je commence le chapitre, voilà, c'est la chanson de Roland. Je commence le chapitre avec ça, où je parle de cet empereur là qui dort tranquillement, et puis il y a un ange qui arrive pour lui dire Charles, réveille-toi, les gens ont besoin de toi. Et puis lui, en fait, il n'arrête pas pendant toute la chanson de Roland, et puis il n'arrête pas de se battre, de résoudre des conflits, d'aller secourir les gens. Et à la fin du récit, il se rendort et il y a un ange qui arrive, Charles, réveille-toi. Puis lui, il se prend la barbe, il dit oh que ma vie est peineuse. Et j'aime bien le mot, moi. Et en fait, pour chaque chapitre, il y a aussi des histoires dans le sens où la plupart des allégories, des personnages qu'on retrouve sur les cartes, il y a des histoires qui existent à leur sujet.
par exemple, l'amoureux, quand je dis il y a la parabole de Prodigue, c'est-à-dire cette histoire où Hercule est à la croisée des chemins avec deux donzelles, le vice et la vertu qui se disputent ses faveurs, c'est une histoire. Par exemple, la mort, la plus ancienne représentation connue des squelettes, c'est une histoire qui s'appelle Les Trois Morts et les Trois Vifs, où trois jeunes seigneurs rencontrent trois squelettes qui assènent cette morale. Nous avons été ce que vous êtes, vous serez ce que nous sommes. Et il y a beaucoup d'histoires dans les cartes comme ça. Le soleil, enfin pour donner des exemples qui me viennent en masse, mais le soleil, il y a l'histoire de l'autre dans son tonneau, là, Diogène dans son tonneau avec Alexandre qui se tient devant lui. Et Diogène dit Alexandre, ôte-toi de mon soleil. Et hop, ça fait encore une histoire. Et plein de cartes contiennent des histoires. Ouais. Donc, j'ai eu envie aussi, en tant que conteuse, de les raconter et aussi d'ouvrir, donc ça c'est aussi la dernière partie de chaque chapitre du livre, d'ouvrir le champ des mythes, contes et légendes en lien avec ces allégories. Par exemple, pour revenir sur la mort, j'ai trouvé des magnifiques recueils de contes sur la mort, et je parle par exemple de l'Ankou, la mort, les contes bretons qui sont en lien avec ce squelette qui vient chercher les gens avec sa terrifiante charrette. Et je termine avec un récit là-dessus où un homme prétend l'avoir vu. Il est dans sa chambre et il entend craquer le plancher. Il y a le squelette qui passe près de lui, qui frôle les draps. Lui, il est sous sa couverture, il n'ose plus bouger et il voit le squelette passer au clair de lune qui fait craquer le plancher. Et en fait, le squelette vient chercher son ami. Et j'ai vu ce récit, je me suis dit, oh là là, je vais raconter ça, mais on s'y croirait. On croirait voir le squelette passer et nous frôler la peau, là. Mais non, c'est pas nous aujourd'hui qui vient chercher. Et du coup, dans cette partie, je développe un peu sur le folklore au niveau de la mort, sur ces contes qui existent, quand quelqu'un meurt, traditionnellement, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut couvrir les miroirs, il faut éteindre les bougies, il y a tout un tas après de folklore et de superstitions en lien avec cette mort, et j'ai eu envie de parler de ça. Donc tu nous racontes tout un tas d'histoires qui vont au-delà même, mais comment ces cartes, comment ces arcanes vivent aussi dans les mythes, dans les légendes, et tu es allé faire des recherches au-delà de... Ça ouvre ça. Par exemple, voilà. Pour la mort, par exemple, pourquoi on ne la nomme pas ? Pourquoi dans le tarot, elle est rarement nommée ? Bon, il y a 3 tarots où il y a quand même son nom. Puis dans les plus anciennes listes des atouts connus, elle est nommée quand même. Mais la plupart du temps, elle n'est pas nommée. C'est parce qu'on était persuadé que si on la nommait, elle venait. Et il y a une histoire connue là-dessus, c'est la mort et le bûcheron. Et là, du coup, j'ai eu envie de raconter aussi cette histoire où il y a le pauvre bûcheron transi de froid, de vieillesse, perclus de rhumatisme, miséreux, avec son petit fagot de bois au cœur de l'hiver dans le bois, et il s'écroule, il en a tellement assez qu'il dit « Oh, mort, viens me chercher !» Et pof, elle apparaît tout de suite. « Alors, qu'est-ce que tu veux, toi ?» Puis du coup, elle est là, « Non, c'est pour m'aider à ramasser mon bois. » Et puis, il se sauve en courant. Et puis le soir, auprès d'un bon feu dans sa petite masure, il se dit qu'après tout, l'existence vaut bien la peine d'être vécue et ça vaut toujours mieux que cet immonde squelette. Ça, c'est une belle histoire de mort, je trouve, et qui explique peut-être, oui, pourquoi on ne nommait pas la mort. Oui. Et je pense que c'est pour ça qu'on ne la nommait pas dans le tarot. Enfin, c'est une possibilité. Donc voilà, pour chaque carte, il y a une histoire et des histoires. Et c'est super. Voilà. Et à chaque fois, donc, un QR code pour renvoyer vers une vidéo où tu comptes... Oui, à la fin de chaque chapitre, j'ai choisi soigneusement un conte qui m'a touchée et que j'ai trouvé beau, qui était en lien avec l'allégorie sur la carte, ou parfois avec la signification de la carte, ou la signification, ou un message qui peut être porté par la carte. Pour donner un exemple, il y a le compte et un QR code où je compte. Voilà, je vais finir de développer ça d'abord. Et
on peut lire le conte ou on peut m'écouter conter. Et je tiens à dire que dans les vidéos, souvent, je développe, je joue, j'improvise. C'est-à-dire conter, c'est pas lire un texte, pas du tout. Oui. C'est pas réciter un texte non plus. C'est-à-dire souvent, je m'amuse, je joue les personnages. Il y a des parties qu'on retrouve pas dans le conte écrit que je m'amuse à développer. Donc, j'ai envie de dire aux gens, n'hésitez pas. Prenez-vous un tarot, faites-vous un petit tirage, tirez 4-5 cartes, et puis après, faites-vous votre spectacle de conte tarotique à la maison. Parce que pour ceux qui n'ont pas le QR code, j'ai mis aussi à la fin du livre l'URL complète de la page où il y a tous les contes. Et vous pouvez aussi scanner le QR code pour avoir cette page où il y a tous les contes. Donc vous aurez un jeu de tarot, vous n'aurez qu'à cliquer sur une carte qui vous plaît, et puis vous aurez votre conte. Un livre interactif, c'est génial. Voilà, je suis pas très moderne pourtant, mais je me suis dit, mais oui, il faut faire ça, quoi. C'est trop bon. Et puis j'ai pris mon pied à faire ces vidéos. Vu que ça fait des années que je compte, j'ai fait ça avec mon coach Peter Tournier. On a fait ça avec des professionnels. On a fait ça, voilà, lui est coach professionnel pour faire vraiment un travail pro. Et on a tourné ça en studio avec un vidéaste professionnel et je les remercie tellement pour ce travail. On n'aurait pas pu, sinon, enfin, j'aurais pas pu faire ce livre s'ils n'avaient pas été là, si Peter Tournier n'avait pas été là. Je le remercie au passage. Et je tiens à dire aussi, c'est que dans le corps du texte, je parle d'autres histoires parfois, mais je les cite, je peux pas tout raconter. Donc, je parle de la mort marraine, par exemple, qui est un célèbre conte de Grimm. Et ce que j'ai envie de faire, je le promets, je le ferai, sur ma chaîne YouTube, au fur et à mesure là, de l'année prochaine. Je posterai ces histoires-là dont je parle et que je n'ai pas développées. Donc, si vous voulez entendre la mort marraine de Grimm, je vais la compter, c'est certain. Ah, super. Et donc, tu vas ouvrir une chaîne YouTube. Tu as une chaîne YouTube Oui, et tu il y en vas a déjà une. S'il y en a une, en fait, c'est tous les contes qui sont dans le bouquin sont sur cette chaîne YouTube, sauf que je les ai mis pour l'instant en accès semi-privé, c'est-à-dire tous ceux qui ont le lien, qui cliquent sur la carte verront le compte. J'ai fait ça pour éviter les publicités. Donc je vais voir par la suite si je les laisse sur YouTube ou si je prends une autre base, si jamais les publicités commencent à emmerder mes auditeurs, j'ai pas du tout envie de ça. Donc, mais pour l'instant, ça marche très bien comme ça. Donc, moi, mes vidéos, je les héberge sur Vimeo parce que il n'y a pas de publicité sur Vimeo, c'est plus sympa. Je vais voir ça, quoi. Pour l'instant, il n'y en a pas parce que je pense que le lien est semi-privé et j'ai peu d'abonnés pour l'instant. Mais j'avais aussi envie de développer une chaîne YouTube parce que j'ai envie de partager d'autres contes. Il y en a 3-4 pour l'instant. Il y a 1 ou 2 extraits de Contes des Arcanes aussi. Et de faire une chaîne consacrée aux contes, à la parole. Et puis voilà. Oui, il faut le faire. Il faut le faire. Super. Voilà, et donc pour finir, qu'est-ce qu'il y a encore dans ce livre? Parce qu'il y a encore des choses. Il y a un petit index des symboles, parce que du coup, je développe sur la barbe, le trône, la tiare, la faux, et du coup, je mets le petit mot en caractère gras. Il y a un index des symboles à la fin, donc comme ça, la personne pourra se reporter à la partie du livre qui en parle. Il y a une bibliographie assez énorme. Parce que là, j'ai cité tous les bouquins dont je me suis servi pour éviter les notes de bas de page. En fait, vu que j'arrêtais pas de faire des notes de bas de page pour éviter, j'ai préféré, quand je sais pas moi, quand je dis, comme vous pouvez voir dans le livre d'Isabelle Nadolny, je mets un petit histoire du tarot. Enfin, telle personne parle de ça dans son livre. Je mets entre parenthèses un petit code avec les 4 lettres. J'explique ça dans mon intro, et puis il y a une bibliographie, on peut se référer à tous les ouvrages que tu cites dans le livre. Voilà, si on a envie d'aller creuser, d'aller voir plus loin, de se référer à des ouvrages, de voir aussi toutes les recherches que tu as pu faire pendant toutes ces années autour de ces textes, et ça a l'air, c'est vraiment, il me tarde de l'avoir aussi. Bon, toi tu viens de l'avoir, mais donc il sort le 12 novembre, on le répète, 12 novembre, et je pense qu'il est en précommande, et juste avant j'ai regardé Nicolas du Salon des Arcanes, là en précommande sur son site, donc l'épisode va sortir le jeudi, donc il sera déjà en vente depuis la veille, je pense. On va sortir le 13, donc vraiment le jour où sort cet épisode, vous pouvez l'acheter. Et n'hésitez pas.
Et qu'est-ce que je voulais te demander? Oui, est-ce que tu as une idée pour les auditeurs du prix? 39 €. 39 € pour tout Et ça. sincèrement, c'est pas Pour tout cher ça, pour tout ça parce que voilà. c'est énorme. Merci. Et puis c'est vraiment un très très beau livre, encore une fois. Moi, j'avais envie de te demander, te poser une dernière question. Et est-ce que, à ton avis, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont passionnés de tarot, mais peut-être certains qui entrent dans le monde du tarot, peut-être qui, comme moi, je travaille avec le Rider-Waite, par exemple, sont plutôt, connaissent les tarots plutôt modernes, type Rider, type, voilà. Qu'est-ce que, à ces gens-là, tu peux leur dire, qu'est-ce que ton livre, justement, peut leur apporter, même si c'est pas des gens qui travaillent avec le tarot de Marseille, qu'est-ce que, Bah, qu'est-ce que tu peux leur dire? déjà, je leur dis que je parle aussi des cartes du tarot de Rider-Waite parce que certaines cartes du tarot de Rider-Waite sont différentes des tarots anciens. Donc, pour l'impératrice, par exemple, j'ai développé qu'est-ce que c'est que cette femme. Attends, je prends le livre, hein, mais cette femme-là avec sa robe fleurie, enfin, pourquoi l'auteur de Qu'est-ce qu'elle... Starro l'a faite comme ça, qu'est-ce qu'elle signifie? Donc, du coup, je D'accord. développe pour certaines cartes, pour le diable, je parle du Baphomet, du tarot d'Oswald Wirth, par exemple. Ah oui. Donc, je développe aussi sur ces cartes Tu as modernes. été chercher vraiment les images du tarot qu'on peut retrouver. Et, Oui. Et et puis en donc, ça plus, peut être effectivement, les gens peuvent trouver d'autres exemples finalement de cartes et pourquoi ces représentations. oui. Et dans les textes et dans les mythes et dans les légendes, toi, en tant que tarologue, qu'est-ce que ça t'a apporté justement quand tu fais des lectures de tarot? Qu'est-ce que de connaître tout ça, de connaître cette histoire, d'avoir fait toutes ces recherches? Qu'est-ce que toi, ça nourrit en toi par rapport au fait de quand tu tires les cartes? Euh, Ça me permet de les sentir plus, de les vivre plus intensément, ouais, pas de plaquer juste une signification intellectuelle dessus, mais de les ressentir autrement. Et il y a une chose qui est certaine aussi, c'est qu'en me mettant à compter des histoires en lien avec ces cartes, qu'elles étaient déjà écrites par des anciens ou qu'elles aient été écrites par moi, euh, ça me permet de faire une alchimie entre la carte de tarot, sa représentation, mon inconscient, les mots qui sortent de moi. Et ça m'a guéri de beaucoup de choses. Hmm. Ça m'a fait une alchimie interne dans laquelle je suis toujours, mais ça permet vraiment de guérir beaucoup de choses parce que j'ai appris dans l'art du conte à quel point un mot peut être puissant. Et d'ailleurs, un mot peut être tellement puissant lors d'un tirage de cartes. Il y a, Oui. à l'époque où j'étais plus tarologue, j'en parlais, on m'avait interviewé là-dessus. Certains praticiens font des dégâts immenses en disant à des gens des mots qui tuent. Si vous avez envie d'écouter Isabelle là-dessus, n'hésitez pas à aller écouter sur le magicien, sur le magicien, sur la première Oui, j'en parle interview, de hein, la ça, oui. première discussion, on en parlait, je me rappelle. Mm. Je mettrai le numéro de l'épisode en barre de description. Mais oui, chaque mot est important, chaque mot peut être ressenti, peut transpercer une personne, ou alors peut la ressusciter. Donc c'est moi ce que m'a apporté tout ça, c'est cette alchimie, oui, entre la parole, entre l'histoire, entre la parole et la carte, et aussi oui l'histoire. C'est-à-dire que en faisant cette recherche sur notre inconscient collectif, un peu ces représentations de la mort, ces contes anciens, ces tableaux anciens, j'ai eu l'impression, oui, de me baigner dans notre culture. Et ça, moi, ça me donne une énergie, ça me donne une force. J'ai l'impression de renouer avec mes racines, mes propres racines. C'est-à-dire, on parle tellement de l'ancrage en ce moment, de perte de sens. Moi, ça m'a aidé à le retrouver. C'est-à-dire aussi comment beaucoup de conteurs contemporains font des contes africains, japonais, des contes indiens, des contes. Bah, ok, mais et nous alors, et notre culture, elle existe, elle est là. Moi, qui je serais pour faire des contes japonais? Pour qui je me prendrais? Je connais rien à la culture japonaise. Moi, je préfère faire des contes. Et justement, j'ai voulu dans mon livre faire renaître des contes anciens inconnus.
des contes en lien avec le tarot, dans le sens où des contes médiévaux. Il y avait des contes écrits par des prédicateurs qui les disaient dans les églises pour frapper l'esprit des gens. Et c'est en disant qu'une bonne histoire, ça vaut mieux qu'un long sermon. Par exemple, donc j'en ai mis quelques-uns. Les histoires d'ermites, c'est des anciens contes de prédicateurs, et il y en a qui sont très drôles, qui nous mettent en garde sur nos péchés spirituels, sur notre ego, sur voilà. Tu parlais de méditation tout à l'heure, c'est ça, c'est ce que je ressens quand tu me parles, c'est ça, c'est cette méditation sur ces arcanes qui t'a amené finalement à entrer en lien avec quelque chose de plus grand que toi, mais en même temps et de pouvoir et de pouvoir les retranscrire avec plus de justesse peut-être. J'ai essayé en tout cas, mais ce qui est sûr, oui, c'est que c'était un peu une remise en relation avec plus grand que moi, c'est certain, et c'est tellement riche tout ça que c'est moi. Enfin, le livre, en fait, j'aurais même envie de dire, il est accessible même pour ceux qui font pas de tarot, parce que pour chaque chapitre, c'est un accès à l'histoire de notre culture, c'est-à-dire pour la mort, ça parle de la mort et des représentations en Occident, enfin depuis l'Antiquité jusqu'à pas nos jours, mais presque. Et pourquoi on en parle, comment on en parle, pourquoi on la considère comme ça. Et c'est pareil pour l'amour. Je parle de la sexualité au Moyen-Âge, du coup. Enfin, comment goulou à l'époque où le tarot est apparu, quoi. Comment on considérait les femmes avec l'impératrice, je parle de ça, quoi. Super intéressant cette vision. Effectivement, c'est un livre qui est accessible à tout le monde. Et voilà, parce que c'est pas un livre pour tirer les cartes, encore une fois, mais les passionnés de tarot et les passionnés forcément, les gens qui ne connaissent pas le tarot pourraient aussi être hyper intéressés, en tout cas les passionnés d'histoire, les passionnés de notre histoire, de ce qui fait qui on est aujourd'hui, de mieux se comprendre aussi. Oui. Cette histoire de transgénération, voilà, elle est là. En tout cas, on le sent quand tu en parles. Et en tout cas, si on revient au tarot pur, pour les passionnés de tarot, ils trouveront dans ce livre nombre de significations, de symboliques qui pourront enrichir après leur pratique. Si on revient au tarot pur. Mais je trouve que ça va beaucoup plus loin, et j'étais tellement ravie d'ouvrir la porte de ce vaste univers. J'en reviens toujours pas. En tout cas, félicitations Isabelle. Félicitations à toi. Il est là, enfin. Et je suis très heureuse d'ouvrir le bal et sur ta communication et de t'avoir invité, qu'on ait pu faire cet épisode ensemble et pour le magicien, pour le présenter. T'es la première. J'espère que vous ferez un très grand accueil à ce livre. J'espère qu'il sera couronné de succès. J'ai eu plein de beaux messages. J'ai envie de dire aussi merci à vous tous qui m'avez envoyé tous ces messages là sur les réseaux sociaux à l'annonce du deuxième, à quel point les gens m'ont dit qu'ils ont hâte de l'avoir, qu'ils l'ont précommandé et tout, mais ça me touche tellement. J'ai tellement travaillé sur ce livre. C'était difficile parfois. Parfois j'en avais vraiment ras-le-bol. Parce que c'est long, c'est très long. Il y a beaucoup. C'est très long. Puis après, il y a toute la mise en page, il y a tout le retravail de relecture, etc. C'est vraiment tout un. C'est pour sortir un livre comme ça, c'est énormément de travail. Tout à l'heure, avant l'épisode, on va finir peut-être par cette une petite curiosité de ma part, si tu veux bien encore. Oui. Tout à l'heure, avant l'épisode, je te parlais de l'arcane du chariot, puisque c'est un arcane que moi, je vais avoir, dont je vais bientôt parler, puisque c'est une collaboration que je fais avec les Tsae, donc qui créent des parfums, et qui créent des parfums autour des arcanes. Et ils m'ont proposé une collaboration et moi j'ai choisi l'arcane du chariot. Et tu me dis, oh là là, le chariot, c'est celui qui m'a causé le pire, c'est celui qui a été le plus compliqué. Voilà, il y a des arcanes comme ça dans ton livre qui ont été plus complexes que d'autres. Pourquoi le chariot a été complexe? Et qu'est-ce que tu en as fait finalement? Le chariot était compliqué parce que autant par exemple la roue de fortune, ça peut être une allégorie
qui était plus simple entre guillemets parce que voilà, en plus j'ai retrouvé une thèse de quelqu'un qui a écrit une thèse dessus. On connaît le plus ancien texte connu qui parle de cette roue, on connaît d'où ça vient, on sait d'où vient pourquoi. Le chariot, c'est quoi ce personnage princier avec ses 2 chevaux et le chariot? Entre les théories plus ou moins hasardeuses, comme quoi ce serait une allégorie de l'âme selon Platon, ou alors c'est quoi? C'est César sur son char triomphal? C'est quoi? En fait, il y a rien de précis là-dessus sur cette carte. Donc j'ai eu du mal à rassembler les théories, qu'elles soient historiques ou symboliques, sérieuses, et surtout d'en faire une synthèse claire, parce que entre l'allégorie de l'âme de Platon, le char triomphal de César, certains disent que c'est une allégorie de la gloire, du coup, une allégorie de la gloire mondaine même. Enfin, j'ai trouvé ça dans un bouquin, le livre sur l'exposition qu'il y a eu des tarots italiens au Musée français de la carte à jouer. Enfin bref, je vais pas tout citer, ça sert à rien. Une allégorie de la gloire mondaine, c'est peut-être Mars, le dieu Mars, et l'amoureux c'est Vénus. Enfin, il y a des choses comme ça. Donc, bon, il fallait synthétiser ça et puis trouver des choses intéressantes à dire parce que donc je m'en suis sortie là comme j'ai pu. Après, j'ai développé du coup avec, c'est pareil, j'ai fait ma bête quoi. C'est quoi un chariot? Voilà, c'est vrai après tout. Pourquoi un chariot? D'où ça vient? Et puis c'est là où j'ai vu que bon, c'était utilisé par les Gaulois pour transporter leurs bagages et faire leur camp. Et puis après, c'est devenu, oui, le véhicule privilégié des guerriers, en fait. Voilà, les chars de guerre. Et puis, c'est devenu le véhicule privilégié des dieux et des héros. Et donc, je développe là-dessus. Et après, je parle justement des triomphes. Je reparle des triomphes. Et ça, c'est un mot qui s'est étendu à tout le tarot. Et d'ailleurs, c'était pas évident de faire la part des choses. Ok, alors le chariot, c'est tout le tarot, ou non, c'est juste le chariot. Alors, mais bon, j'ai réussi à trouver des choses à dire et à parler aussi du chariot, du coup, dans la mythologie, le char des dieux, des héros, dans l'Ancien Testament, le char de Dieu entouré des 4 vivants. Donc tout ce travail, effectivement, parce qu'il y a effectivement des arcanes qui paraissent, comme tu m'as dit aussi, le soleil, qui est effectivement le soleil, mais c'est immense ce qu'on peut dire sur le soleil. Enfin, voilà, tu peux trouver des choses avec le soleil dans tout. Alors, comment faire, comment le relier à cet arcane du soleil? C'est un gros travail de recherche. Ça a dû être effectivement très, très important, tout ce travail-là pour chaque carte, de plonger dans cette histoire, de plonger dans ces histoires, dans cette iconographie, dans ces textes anciens. On l'a bien compris, dans les mythes, dans les légendes, et en plus d'écrire toi un texte et de faire aussi, de proposer toi aussi ta vision en fait finalement par le conte. Il y a eu la difficulté, il y a eu 2 difficultés, oui, c'était de rassembler ces connaissances petit à petit, et surtout, il fallait les classifier, il fallait bien les stocker pour pas les oublier, parce que il y a tellement de choses. Et moi, j'étais au taquet tout le temps, c'est-à-dire je feuillette un bouquin, ça c'est intéressant ça. Et il fallait le noter tout de suite. Donc j'avais en permanence sur moi, j'ai des fichiers sur mon ordinateur où pour chaque arcane, il y a tous les liens vers des trucs que j'ai pu trouver en ligne, etc. et des notes, pour le soleil, voir dictionnaire critique de la mythologie, page 722, etc. Et tout j'ai dû constituer un fichier unique par arcane et au moment d'écrire le bouquin, de remettre un peu tout ça dans l'ordre pour avoir un corps pour me mettre à écrire après. Et comme dit dans tel bouquin, le soleil, c'est peut-être une allégorie, gna gna. Et en plus, j'ai eu à cœur d'essayer de l'écrire avec un style agréable. Parce que c'est compliqué ces choses, c'est pas toujours simple à suivre, c'est pas toujours. Je sais que certains historiens me gonflent avec leur style très ampoulé, très académique, et c'est fatigant. Donc moi, j'ai eu envie d'écrire aussi avec un style agréable, me mettre au plus près de la personne qui va lire ça et dire alors questionne-nous là-dessus. Qu'est-ce que c'est un ange? Certains racontent que c'est l'esprit le plus primordial qui soit, qui est né le jour de la création du monde en même temps que la lumière.
Ah oui, c'est Déjà, beau. c'est beau, quoi. Enfin, déjà, je lisais ça dans mon dictionnaire dans ce gros truc de théologie catholique. Je disais, oh, c'est beau, ça. Voilà, faut essayer de l'écrire comme ça, de pas Hmm. de l'écrire de cette façon, pas recopier le dictionnaire, quoi. C'est le Ouais, ouais. dictionnaire, alors, comme le dit saint Ambroise dans le Tous Diplodocus, publié au IVe siècle, selon la version de Tatata, Hmm. il faut pas tomber là-dedans, les gens vont mourir, quoi. Hmm. C'est- Mais merci d'en faire fait ce travail, parce que c'est un travail de fou, quoi, de Ah faire ce ouais. travail de recherche. Et à l'heure de l'IA, on voit qu'il y a encore des personnes qui, effectivement, font de vraies recherches, vont chercher là où, justement, ben, ouais, il y a notre histoire. Moi, c'est Mm. passionnant, notre histoire, notre philosophie, de notre, comment on peut dire ça? Tu sais, notre âme, finalement. Oui, un peu. Je pense que c'est ça, notre culture, notre âme, Mm. notre manière d'être, nos racines. Moi, j'aime bien ce mot, nos racines, Ouais, et peut-être nos Racine, ouais. cieux, c'est-à-dire, je parle à la fois oui, de notre terre, enfin, oui, de nos racines et de nos cieux, parce que il y a des choses assez célestes dans ce livre aussi. Moi, quand je parle à la fin du soleil, des étoiles, des Ouais, anges, ouais. c'est, je me suis éclatée avec le jugement aussi, parce que c'est pareil, j'ai fait ça comme une bête. Ben, c'est quoi le jugement? Ah, c'est la fin du monde. Bah alors, qu'est-ce qu'il y a après? Le Et puis, monde. voilà, et puis, ben, et encore, dans certains tarots, il est avant. Ah Et donc, oui, ça change toute la vision du monde, d'ailleurs, de le mettre avant ou après. ouais. Et pour le jugement, je me disais, mais je me posais des questions parfois bêtes, mais dans ces grosses encyclopédies théologiques, ils y répondaient, mais ils se posaient des questions aussi, les vieux pères de l'Église, là, genre, bah oui, mais alors, s'il y a un jugement d'un seul coup, tous les humains qui ont vécu sur Terre depuis le commencement des temps ressuscitent, mais ça fait des milliards et des milliards de personnes, alors comment Dieu il fait pour juger tout le monde en même temps? Mais des trucs comme ça, je dis, c'est rigolo. Oui, alors comment il fait? Alors les Posons-nous théologiens. des questions utiles. Et puis qu'est-ce qu'il y a après du coup? Alors c'est la fin du temps, c'est la fin des temps. C'est beau parce que ça rejoint aussi la vision qu'ils avaient du monde, c'est-à-dire que pour les gens au Moyen Âge, le monde était fini. Le Hmm. temps était fini, le temps avait une fin et le monde était fini. C'est-à-dire voilà, la Terre est un globe contenu dans des sphères concentriques formées par plusieurs cieux, et à la fin, il y a j'ai oublié le nom, je sais plus si c'est le septième ciel, enfin j'ai oublié le nom de ce dernier cercle, Hmm. qui est le lieu où vit Dieu et les anges. Et après, il n'y a plus rien, et ça forme comme un œuf. Et c'est pour dire qu'au Moyen Âge, ils avaient une vision du monde et de l'espace et du temps qui était fermée. Et c'est intéressant, nous, on est face à l'infini aujourd'hui, à Ah oui. l'infini de l'univers, à l'infini du quantique, à l'infini du... Et c'est intéressant de voir ces conceptions du monde qui se chevauchent. Et pour le jugement, oui, le temps se terminera. Et d'ailleurs, au XVe siècle, ils étaient persuadés que ça arriverait vite. C'était presque la fin du monde. Et après, c'est l'éternité. Voilà, et puis ben, soit tu es un bienheureux et pour l'éternité, alors je m'amuse un peu à décrire ça, comment tu te retrouves après, ben, tout le monde est jeune, tout le monde est beau, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de mort, il y a plus, voilà, on peut festoyer dans un jardin de paradis. Alors Dieu, paraît-il, a décidé de garder les hommes et les femmes parce qu'il n'y a plus que des âmes, donc en fait les sexes ne servent plus à rien, mais parce que pour la diversité, c'est beau, quoi. Et puis tout le monde a 30 ans parce que le Christ est mort à 30 ans ou 33, hein, enfin bref, la trentaine, quoi, parce que c'est le bel âge. C'est pareil, enfin, je me suis amusée à lire un peu ce dogme. C'est bizarre comme dogme, la résurrection des morts, quand même. Hmm, hmm. Et du coup, ils expliquent que oui, ben, si tu es un vieux vieillard tout décati qui est mort à 95 ans, tu vas pas ressusciter comme ça, quand même, c'est pas cool. Enfin, avec ta tumeur et puis tes rides et tout. Donc tout le monde ressuscite à 30 ans. Super. Voilà. Donc voilà, mais bon, je me suis amusée à étudier ça de plus près, du coup, enfin, pour en parler. Et à nous le retranscrire dans Les Histoires du tarot, donc qui est sorti Voilà. hier, le Qui 12 sort, novembre. oui, qui Et sort. hein, Il n'est pas sorti hier, du coup. Enfin, il sort la semaine prochaine. oui, mais moi, je vais cet épisode sort le Ah lendemain de oui, sa ah oui, sortie. Et, pardon. Oui. Excuse-moi. Donc oui, il est et sorti donc, tu hier. nous as retranscrit tout ça dans ton livre Les Histoires du tarot qui est sorti hier. Et donc, vous pouvez déjà trouver
sur toutes les boutiques. Je te remercie beaucoup, Isabelle, d'être venue nous en parler et nous emmener avec toi dans toutes ces histoires. C'est passionnant. Avec une grande joie et merci à toi de m'avoir invité pour en parler parce que voilà, les gens sont curieux d'avoir plus de détails sur le contenu. Ça m'aide beaucoup qu'on fasse ça comme ça. Écoute, on va suivre ta chaîne YouTube, on va te suivre sur les réseaux si tu es parti pour nous faire d'autres partages autour de ces comptes. Oui, oui. Vous pouvez aller suivre Isabelle, donc tu es sur Facebook, sur Instagram, donc maintenant une chaîne YouTube. Peut-être je sais pas s'il y a déjà des choses sur ta chaîne YouTube, mais en tout cas. Déjà 5 comptes pour l'instant. Donc, plus tous ceux du livre, mais ils sont pour pas ceux-là, publics. Ils sont en privé. Mais voilà, il y a déjà 5 comptes sur ta chaîne YouTube. Vous pouvez aller les écouter, la suivre, puisque tu vas nous proposer bientôt, donc comme tu l'as dit, peut-être des stages de nouveau, des moments justement pour apprendre à se connecter à sa créativité et s'aider des cartes pour raconter des histoires, pour créer des contes. C'est ce que compter les arcanes, c'est ce que tu veux nous proposer. Oui, je vais proposer un programme l'année prochaine d'ateliers et de stages en lien avec ça, le conte et le tarot. Voilà, super. Donc, si vous avez envie de participer à un de ces ateliers, eh ben, il faut suivre Isabelle et pour être au courant de toutes ces sorties. On relaiera de toute façon tout ça aussi sur le magicien. Et je te remercie encore une fois. Je vais te souhaiter et je vais souhaiter à ton livre une longue vie, un grand succès, plein de triomphes. De triomphes comme le chariot. Voilà, d'anges et de soleil. Et on va lui souhaiter une longue vie en tout cas. Ah oui, les vidéos, elles sont pas privées, elles sont semi-privées, c'est-à-dire tous ceux qui ont le lien peuvent y accéder sans problème. Je préfère préciser. Je vais sans doute en mettre sur la chaîne YouTube quelques-unes en public pour que les gens puissent voir ce que c'est, que tout le monde puisse voir, et je vais en poster 2-3 sur les réseaux sociaux. Ça marche. Bon, on attend ça avec impatience. Merci Isabelle, merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusque-là et on se retrouve lundi prochain dans un nouvel épisode. Au revoir Isabelle. Au revoir Fabienne et merci et plein de bonnes choses aux magiciens. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir le magicien, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Parle-en autour de toi pour nous aider à faire grandir la communauté. Et pour toujours plus de contenu inspirant autour du tarot, je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode.